De financement, on a parlé ici avec une firme internationale et nous sommes en train de travailler sur les sites d'exploitation pilote. Certaines banques et les sociétés de téléphonie mobile, parce que nous avons mis en place une méthode qui permet à ce que de permettre à ce que les caseurs vivent de leur travail. Vous allez une fois le passage en Colombie visiter, c'est un chef de 60 caseurs. Donc la population va se retrouver. La deuxième question venait de Mme Namizi. 100 millions de dollars. C'est de l'argent, c'est à gérer avec la communauté pour les projets à impact social. Ça fait 3 ou 4 fois, je crois que j'assiste à ce genre de conférences parce que nous sommes partenaires d'aussi ça depuis longtemps. Parce que moi, mon background, je viens de la société civile. Donc, c'est grâce à cela que j'ai été vraiment, réellement élue dans notre territoire parce qu'il fallait aller sur le terrain, sensibiliser les populations, leur parler de leurs responsabilités. Et donc, pour moi, pour cette 5e session, c'est enrichissant. Il y a eu des nouveautés. Parce qu'on parle de la valorisation, de la transformation des produits miniers. Effectivement, notre pays regorge de beaucoup de minerais, mais malheureusement, nous sommes toujours à la traîne. Et il y a beaucoup de projets, mais très peu de réalisations. Et c'est ça mon inquiétude en tant que députée nationale et surtout présidente de députés engagés sur le flux financier illicite. Et donc nous voyons qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent et que malheureusement on ne maîtrise pas trop. Pensez-vous? Oui, j'espère. Bien sûr, il y aura des résolutions, il y aura des recommandations comme dans chaque session. Encore faut-il que chacune de nous s'approprie toutes ces recommandations et que nous puissions bousculer ceux qui doivent décider en haut lieu. Parce que moi, en tant que député, on n'aura qu'à réclamer, dénoncer, mais concrètement, les décisions se prennent en haut lieu. C'est le ministre national des Mines, c'est la présidence de la République, c'est le Premier ministre un peu, mais c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le système que nous mettons en place, nous avons parlé déjà de la diligence. Artisanaux. Mais bon, juste là, d'une manière formelle, il n'y a aucune entreprise qui a déjà annoncé, mais qui tolère quand même. Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Et en rapport avec votre question, la pauvreté touche plusieurs dimensions, touche plusieurs domaines et le regard que l'on a jeté, c'est d'essayer de voir, en touchant chaque secteur dans l'extrême pauvreté. Dans l'extrême pauvreté, en fait, on compte tous les secteurs. Là où vous avez des pauvres qui n'ont ni à manger, ni à boire, ni des logements, qui sont non seulement dans l'insécurité, mais qui n'ont même pas accès à l'éducation. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'économie. Bref, on se retrouve dans un milieu où, quand on parle d'extrême pauvreté, ça veut dire tout ce qui est besoin de base, on a du mal à les satisfaire. S'il faut le satisfaire, c'est peut-être à moitié ou un quart. Donc, on a essayé de jeter, à travers le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, un regard pour voir comment arriver à résoudre ces différents problèmes. Et c'est à travers les 3 composantes. Chaque composante met en relation différents secteurs. Je prends un cas simple. Comment arriver dans le milieu rural à faire ou à sortir de la pauvreté une grande partie de la population. Vous savez que dans les milieux ruraux, les populations sont paysannes. Elles se tournent beaucoup plus vers l'agriculture. Comment, à travers les réflexions menées dans ce programme, on peut arriver par exemple, si je dois y arriver, à faire de la revanche du sol sur le sous-sol une réalité. Mais c'est en faisant la promotion de l'agriculture. Mais dans l'agriculture, c'est la femme qui a une grande partie. Qui est la plus dynamique, s'il faut dire la plus active dans le secteur de l'agriculture. Mais on a aussi rejeté un regard sur la femme de manière particulière. Notre population est jeune en général. Les jeunes sont entre 25 et 30 ans, une population active. Comment arriver à récupérer cette population jeune et à l'utiliser dans
comme main-d'œuvre dans l'agriculture, mais aussi dans la réhabilitation des voies de desserte agricoles à travers ce qu'on appelle l'approche IMO, la haute intensité de main-d'œuvre. Et donc avec tous ces différents programmes, on arrive quand même à jeter un regard, si pas croisé, mais aussi focalisé de manière spécifique à chaque secteur pour sortir de la pauvreté. Madame, il y a un problème, il y a une chronique dans... La situation que nous vivons dans le milieu rural, l'accroissement des populations dans les milieux périurbains est dû à l'exode rural. Mais à travers ce programme, il y a moyen que nous puissions renverser la tendance, c'est-à-dire qu'on renverse, que ce soit plutôt l'exode urbain. Comment y arriver? C'est en arrivant justement à créer des centres d'intérêt dans les villages. On ne peut sauver les villes qu'en sauvant les villages. La nourriture vient du village. La nourriture, que ce soit les grandes productions, eh bien, ce sont les milieux ruraux qui nourrissent la capitale. Et donc, il y a moyen de voir, à travers les stratégies, à travers tout ce qui est prévu, de pouvoir beaucoup plus donner du travail, créer des emplois, créer des structures. Nous venons de parler de la transformation. Si nous arrivons à transformer les minéraux là où elles sont produites, on va arriver à créer de l'emploi. Les gens ne vont plus venir en ville, ils vont aller dans les secteurs où ils ont du travail, dans les secteurs où ils ont des activités, dans les secteurs où ils peuvent avoir quelque chose et pouvoir s'y installer. Et si on améliore les conditions de connectivité, on améliore les conditions de vie de l'habitation, on installe aussi des centres hospitaliers, on a accès à l'eau, à l'énergie. Je ne vois pas quelqu'un qui va quitter le milieu rural pour venir en ville. Merci. Je crois que c'est tout simplement un problème du fait qu'on n'a pas tablé, on a essayé de toucher les problèmes de façon isolée. Maintenant, il faut avoir une vue holistique, une vue globale, si pas systémique, pour résoudre ce problème-là. Merci. C'est pratiquement entre les autochtones, les communautés locales et les entreprises minières qui permettent pratiquement de respecter le... Du 24 mai 2018, et d'autre part des arrêtés ministériels d'application signés le 6 janvier 2021 portant sur les modèles. Les choses sont bonnes. Géologue de formation et mineur de son état, j'ai toujours cherché des occasions comme ça pour pouvoir parler de nos richesses, surtout des ressources minières. Parce que je n'ai jamais compris, en tant que géologue de formation et en tant que mineur, comment le pays le plus riche du monde a une population la plus pauvre du monde. Ce contraste-là m'étonne. Et il faudrait qu'on puisse quand même prendre des grandes décisions pour s'en sortir. Tenez, pour le Sud Kivu par exemple, nous avons le plus grand gisement du monde de l'or, c'est la rivière Oulindi. Mais cette rivière-là est abandonnée à des exploitations illégales. Et il y a aussi Banro, il y a Sakima, il y avait 47 concessions qui appartenaient à l'ancienne société Somenki. C'était presque l'équivalent de la Gécamine du côté du Katanga. Les 47 concessions, 12 ont été récupérées par Banro et 35 étaient récupérées par l'État, donc la Sakima. Toutes ces concessions-là, aujourd'hui, ce sont des concessions dormantes, c'est-à-dire ne profitent pas à l'État. Non seulement les permis d'exploitation ont expiré, mais aussi il y a des concessions à des choix. Et l'État doit appliquer la loi. Et il faudrait qu'un pays qui est le premier pays riche du monde potentiellement, la formule qui nous manque alors que nous avons des ressources humaines, nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs, la formule qui nous manque, c'est de transformer les richesses potentielles en richesses réelles. J'ai toujours rêvé un Congo qui se développe. Malheureusement, les années passent, on tergiverse, on fait beaucoup de discours, mais on ne veut pas passer par la pratique. Voilà, j'ai proposé également dans mon exposé, comme au Sud Kivu par exemple, nous sommes passés en 2015 de 500 kg d'or à 1 kg le jour. Il faudrait, l'État ne récupère rien à cause de la fraude à 100%. Il faudrait que l'État puisse prendre cet or-là, mettre dans la banque pour soutenir notre monnaie. J'avais donné l'exemple de la France qui a commencé à stocker son or depuis 1920. Donc ça fait plus de 100 ans. Ils ont aujourd'hui 2500 tonnes d'or. Donc ils ont une monnaie forte. Parce que le pays, ce n'est pas la surface. Le pays, c'est la puissance économique. Et c'est l'or qui gère le monde actuellement. Et nous pouvons être les premiers producteurs de l'or. Je ne peux pas comprendre comment les pays voisins puissent profiter de nos ressources minérales et que nous, au niveau du pays, nous qui avons ces ressources-là, on n'en profite pas. Ce qui se passe au Congo, c'est vraiment une contradiction.
Voilà, comme vous venez de déclarer, c'est la toute première fois. Par la tête, il faut d'abord réfléchir, il faut donner des propositions. Il appartiendra maintenant aux dirigeants, à l'autorité, au gouvernement de pouvoir les appliquer. Et je suis sûr que le président, notre président, a la ferme volonté de pouvoir sortir de cette impasse. Et il me suit, et s'il ne me suit pas, il y a des services qui vont suivre. Je crois que de grandes décisions seront prises pour qu'au niveau des bandeaux, toutes les concessions dormantes, dont les permis sont arrivés à échéance et qu'il faut des choix, on va les faire. Au niveau de Sakima aussi, qui garde surtout à l'est, c'est la province du Maniema, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu. Il y aura cette grande décision-là qui peut tomber. On invite des gens qui ont des millions de dollars, ils vont faire les exploitations industrielles et ça va profiter à l'État parce qu'en même temps, ça va résoudre les problèmes de la sécurité. Vous savez, 20 ans avant, 20 ans après, quand la Somenke est tombée en faillite, tous ces jeunes qui ont grandi n'ont pas d'emploi et c'est ce qui fait plusieurs bandes armées et c'est ce qui fait l'insécurité et c'est ce qui trouble le pays. Nous vous remercions. Les perspectives de la Fédération des agriculteurs du Congo et en mettant en exergue les rôles des sciences. Il y a aussi quelques voies de sortie, dont l'article 30 alinéa 2 du Code est faite sur nos minéraux. La valorisation et la transformation des ressources minérales en République démocratique du Congo, portée, défis et perspectives, qui est le thème central de la 5e édition de l'alternative Mining Ingaba RDC, un sujet important compte tenu de la position stratégique de la RDC du fait de ses potentialités minérales que regorge son sol et son sous-sol. Des thématiques clés, à savoir la vision minière africaine et la valorisation des substances minérales, la transformation locale des substances minérales, industrialisation et développement, les expériences africaines de valorisation des substances minérales, la contribution des entreprises minières à la valorisation des substances minérales, du contenu local et de la sous-traitance. La valorisation des substances minérales issues de l'exportation artisanale. L'impact de la transformation locale des minéraux sur le contenu local